Bonjour à vous deux à Montréal. Bonjour M. Leblanc. Bonjour Jean. Bonjour. Très heureux que vous ayez accepté de partager ou d'échanger avec nous en ce qui a trait au 30e anniversaire du CQRDA. Juste pour juste rappeler les choses, pourquoi on tenait à avoir une rencontre avec vous, une petite entrevue. Bien, d'abord, dans le cas de M. Leblanc, bien évidemment, vous étiez à l'époque ici dans la région et vous avez été un Oui, requérant à la demande d'incorporation du Centre québécois de recherche et développement de l'aluminium. Et d'ailleurs, j'ose croire qu'on devrait se voir au début de juin lorsque vous allez venir ici au lancement de l'Institut d'histoire de l'aluminium, l'IHA, où vous oui, faites oui. référence d'ailleurs, je crois, dans votre chapitre un petit peu au fait que vous avez été un petit peu partie prenante dans le démarrage du CQRDA. Jean, ben, comme on s'en est parlé un petit peu cette semaine, évidemment, à l'époque, c'était l'Association de l'industrie de l'aluminium du Québec et c'était Christian Valoud qui était le Exactement, représentant. oui. Et on s'est dit, bon, ben, naturellement, c'est maintenant l'AAC, l'Association d'aluminium du Canada. Je comprends que tu n'étais pas là au début, mais dans le fond, c'est de partager avec vous, surtout que M. Leblanc est un membre fondateur, partir de cela. Je vais faire une petite mise en scène, puis c'est d'échanger à bâton rompu sur des éléments qui nous apparaissent pertinents ou intéressants dans la vie du CQRDA, en se disant que, bon, si on fait la somme de toutes ces belles années, bon, il y en a eu qui sont peut-être moins glorieuses ou plus difficiles, mais si on fait le décompte ou l'ensemble de l'œuvre, je pense bien que c'est extrêmement positif ce qui se passe et surtout ce que l'on vit actuellement ici. Alors, on se rappelle que l'idée du Centre québécois de recherche et développement de l'aluminium, c'est issu d'une discussion qui s'est initiée en 1984 avec un premier sommet économique dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, suivi d'un deuxième en 1991, au cours de laquelle le gouvernement du Québec, à l'époque, c'était Gérald Tremblay, qui était le ministre de l'Industrie et du Oui, Commerce, qui véhiculait à ce moment-là le concept de cluster ou de grappes, de oui. créneaux Les grappes d'excellence. industrielles, oui. Les Absolument. grappes industrielles. Et si on regarde l'actualité encore aujourd'hui, cette notion de grappe, de cluster ou de créneau est toujours pertinente. Il y a plus de 30 créneaux d'excellence maintenant au Québec qui sont appuyés par le gouvernement du Québec. Alors, il y a eu toute cette effervescence-là, et il y a eu cinq requérants, je m'excuse. Il y a eu ALCAN, il y a eu l'Association de l'industrie de l'aluminium du Québec, il y a eu STAS, la Oui. Société des technologies de Stats. l'aluminium du Saguenay, avec Pierre Bouchard. Il y a eu le Cégep de Jonquière, avec Jacques Vézina à l'époque, qui était directeur général. Et finalement, l'Université du Québec à Chicoutimi, avec M. Gérard Arguin, que vous avez bien connu, il va sans dire, à cette époque-là. Alors, on a créé la pertinence d'avoir un centre de recherche, puis ce que vous disiez même à l'époque dans votre entrevue, M. Leblanc, c'est qu'au départ, même des gens à l'interne, chez vous, étaient un petit peu sceptiques quant à la pertinence de ça. On avait peur que ça fasse ombrage un peu au CRDA, Arvida. Finalement, ben, Oui, oui. vous aviez compris que ça pourrait être intéressant, ça pourrait être un levier de plus pour essayer d'encourager le développement de l'industrie de l'aluminium dans le sens de créer des produits, développer des équipementiers, éventuellement Oui. des entreprises qui vont se lancer là-dedans. Alors c'est comme ça que ça a commencé, avec un programme dans un cadre qu'on appelait à l'époque un centre de liaison et de transfert. C'était le gouvernement du Québec qui avait décidé ça. Et puis ça a évolué comme ça durant plusieurs années, en fait jusqu'en 2015, ce modèle d'affaires-là. Puis les éléments importants, je pense, qu'on doit retenir de tout ça, c'est bon, la mise en place de la société, il va sans dire, la création d'un comité scientifique. Alors ça, c'était pas anecdotique, je pense que c'était important. Les gens qui ont accepté de participer au comité scientifique avaient un input très intéressant pour les projets qui étaient déposés. Ensuite, il y a eu la mise en place des espèces de réseaux d'agents de liaison, d'agents de développement un peu partout au Québec pour essayer de s'assurer que, comme le mandat du CQADA n'était pas un mandat uniquement régional ici, mais québécois, donc couvrir l'ensemble du territoire, comment on fait pour être en appui, puis qu'on puisse identifier plus facilement, puis collaborer plus facilement avec des entreprises. Et je pense qu'au final, on a eu des exemples. Il y a eu en marge de tout ça aussi des presses d'aluminium qui ont été créées. C'est pas une entité ou une activité ultra rentable, mais je pense que à l'époque, c'était de bon ton dans le sens où on constatait qu'il n'y avait pas beaucoup
de manuels pour l'enseignement de l'aluminium, de ce matériau-là, dans les universités en particulier. Donc, avoir une presse, une maison d'édition qui, avec des profs qui sont encore avec nous, incidemment, par exemple, Denis Beaulieu, ben, ont décidé de créer des livres sur les structures, des guides, des codes au niveau de l'aluminium pour encourager d'abord la formation, créer des ingénieurs qui seraient performants dans l'écosystème et qui ferait aussi qu'on pourrait développer des produits, essayer d'inciter le gouvernement à y aller dans ce sens-là. Jean, tu sais, tu es très impliqué encore, puis on est loin de la coupe aux lèvres encore au niveau des grandes infrastructures, mais je pense qu'il faut continuer à être patient et persévérant, puis on va y arriver. On y a eu quelques activités aussi, il y a le lancement du magazine R13. D'ailleurs, l'entrevue que l'on fait, on va en faire des extraits pour l'inscrire dans ce magazine-là qu'on veut lancer au mois de juin. Il y a eu ce magazine-là qui se voulait une espèce de véhicule de diffusion. Bien sûr, on est à revoir un petit peu son mode de fonctionnement parce que avec l'ère du numérique aujourd'hui, c'est plus le papier, même si moi j'adore ça, c'est un peu moins glamour. Alors il faut trouver une façon d'être plus à l'écoute de nos auditeurs, des gens qui veulent le consulter. Alors on évolue là-dedans. Puis aussi, ben, il y a des programmes là, qui ont évolué depuis 2015-2016 en fait. Ça coïncide en fait avec le moment où je suis arrivé. Il y avait eu une période trouble un petit peu dans les années antérieures, malheureusement. Puis bon, ben, on a essayé de dire il faut tourner le cap, il faut changer le modèle d'affaires. Puis on est aujourd'hui avec cette nouvelle réalité-là, c'est-à-dire une structure, une organisation, je pense, qui est assez dynamique, qui est bien implantée dans son milieu, dans l'industrie. Pour laquelle, je vous le dis, mon mantra, c'est de dire l'ennemi, il n'est pas au Québec, il est à l'extérieur. On doit travailler ensemble, on doit collaborer. On a notre place là-dedans, on a notre raison d'être, puis il s'agit d'occuper l'espace correctement, en tout respect avec tous les acteurs et tous les autres partenaires qui sont dans cette industrie-là, et les acteurs, il faut s'en dire aussi, gouvernementaux et tout. Et je pense que là-dessus, on a une bonne écoute, on a une bonne cote à la fois des parties prenantes, les stakeholders, les principaux, comme l'association, comme ALU-Québec, comme la SVA, comme le réseau Transal, mais aussi le gouvernement du Québec va s'en dire. Alors, c'est là où on en est rendu. On disait ça tout à l'heure dans une entrevue préalable, messieurs, avec Pierre Bouchard, avec le recteur de l'université ici, avec Dominique Bouchard, qui est le président du conseil. C'est quand même, au fil des ans, près de 1000 projets qui ont été financés, appuyés ici avec le CQRDA. C'est presque 40 millions de contributions. Et là-dessus, ça a représenté presque un quart de milliard de projets d'investissement. Donc, il y a eu un effet de levier relativement, pour ne pas dire, très intéressant. Alors, c'est pour ça qu'on voulait jaser avec vous. Je suis accompagné, comme vous avez pu le constater, de Carole Néron, qui est l'éditeur, le rédacteur pour le magazine AR13. Vous connaissez ça un peu, M. Leblanc, je crois que vous avez été même éditeur du magazine pendant quelques années. Alors, ça va vous rappeler de bons souvenirs. À l'époque, c'était pas Carole, c'était Bertrand Tremblay qui était à l'écriture. Carole n'est pas pire. Il est différent de Bertrand, mais il n'est pas pire. Je lui ai donné des consignes dans le sens de dire on n'est pas un journal éditorial, on est un journal de diffusion d'informations la plus objective possible. On n'est pas là pour prendre position d'un bord ou de l'autre, on est là pour échanger, partager les choses. Je pense que c'est la bonne façon de faire les choses en ce qui concerne ce magazine-là, puis la posture du CQRDA en général. Alors, Carole, je te passe la parole. J'ai été un petit peu plus long tout à l'heure, je m'excuse. Merci. Dans la mise en bouche. Parce que tu t'es réchauffé. Je m'étais réchauffé. Mais il n'y a pas besoin d'un gros réchauffement. Bonjour, messieurs. Je suis honoré d'être en votre présence. Monsieur Simard, je vous ai déjà interviewé il n'y a pas longtemps. À peu près 2 ans, je pense. Jean, tu avais fait le numéro de 2019. Oui, ça a été un moment très intéressant. Monsieur Leblanc, je me souviens de vous à l'époque où j'étais éditorialiste, après avoir succédé à Jean Tremblay. Alors, c'est un plaisir de vous retrouver. Au quotidien? Oui. Oui, c'est ça. Il était au quotidien. Oui, j'étais au quotidien. Ma première question s'adresse à vous, Monsieur Leblanc. Une question qu'on a posée à nos panélistes tout à l'heure. En tant que membre fondateur, partie prenante, comme disait Gilles tout à l'heure, de la naissance du CQRDA, comment voyez-vous votre créature aujourd'hui? Comment la percevez-vous, l'analysez-vous? Mais je n'ai pas suivi ça de près, mais d'après ce que M. Derry vient de décrire, là,
je suis fier de ça, c'est sûr. On doit donner beaucoup de crédit, je pense, à des gens qui étaient là au tout début. Vous avez bien connu le recteur Arguin, Bernard Ranger, son adjoint, et puis Lucien Gendron. J'avais beaucoup de respect pour le recteur. C'était une personne très intelligente et qui était respectueux, et puis il était humble, puis il était réaliste. Alors, quand on a parti cette affaire-là, au tout début, évidemment, moi, je peux représenter la grande industrie. C'est sûr qu'il y avait des gens qui disaient, un centre de recherche, on en a déjà un. Mais on a compris rapidement que c'était un centre de liaison et de transfert et que ça pouvait aider la grande industrie aussi parce qu'à ce moment-là, comme vous savez, on était dans la modernisation, l'usine latérière venait d'ouvrir. On allait perdre plusieurs emplois au Saguenay. On voyait cette démarche-là comme une façon d'aider au niveau des emplois régionaux, surtout, et au Québec, un peu partout. On rêvait peut-être avoir des usines de fabrication de pièces d'automobile. On ne s'est pas rendu là, mais je vois tout le travail que vous avez fait avec les PME, que le CQRDA a fait avec les PME. C'est vraiment fantastique. Puis je pense que c'est là qu'on doit mettre l'emphase dans l'avenir aussi, continuer. Vous êtes vraiment bien partis. Je pense que le CQRDA a sa raison d'être plus que jamais. Peut-être pas exactement pour les mêmes raisons si on regarde la grande industrie, là, mais pour l'évolution surtout pour les PME, je pense. Puis pas seulement dans la fabrication, dans les services, dans les équipements, même dans la technologie, en fait, un beau rôle à jouer là. Finalement, c'est pas nécessairement qu'on sait que la grande industrie se modernise, puis les emplois, ils vont en avoir de moins en moins. Mais c'est les PME, je pense, qui vont nous permettre de développer le créneau d'aluminium dans l'avenir. Je m'excuse, oui. On vous entend plus, là. Mon autre question s'adressera à M. Simard. M. Simard, Oui. où situez-vous le CQRDA aujourd'hui dans l'espèce de mosaïque, l'écosystème de la transformation de l'aluminium au Québec? La grappe, c'est ça. Pardon? La grappe. Dans la grappe, oui. Quelle analyse faites-vous actuellement là, du CQRDA, sa position, le rôle? Je prendrais ça d'un petit peu plus. Il y a quelque chose d'étrange. C'est parce qu'on entend une deuxième conversation en parallèle. Il y a comme un autre écran. Il y a un retour à quelque part, là. Il y a un retour de ça. Ouais. On entend la technique derrière. C'est ça. D'ailleurs, c'est écrit Tech 2. Ouais, Tech 2, ça va être notre technicien là, à la région. OK, c'est ça qu'on entendait. Okay. Alors, écoutez, je prendrais la question d'un petit peu plus haut. Okay. Puis, mon arrimage, c'est beaucoup cette phrase que le CQRDA, ça se veut un centre de transfert et de liaison. Je le vois dans le temps, moi, le centre de transfert et de liaison. Donc, il y a un aspect de temporalité pour lequel le CQRDA, en fait, trouve tout son sens. Et je m'explique. Émilie racontait tout à l'heure que, en fait, c'est la vocation même, c'est de s'adresser à une clientèle très spécifique qui est celle des PME. Les PME sont confrontées aujourd'hui à des changements accélérés à une vitesse que je qualifierais de vertigineuse, tirée par une dynamique mondiale qui leur échappe la plupart du temps. Le CQRDA, pour moi, c'est un centre de transfert et de liaison dans le temps qui doit accompagner ces entreprises-là dans l'appropriation des outils qui vont leur permettre de demeurer compétitifs plutôt que d'être appelés à disparaître par la force des choses. Il y a comme
il y a un centre de gravité, là, et si tu ne tiens pas en haut, en intégrant les nouvelles technologies, les nouvelles pratiques, les nouvelles façons de faire, et ainsi de suite, sans t'en rendre compte, tu es appelé à disparaître parce que c'est plus fort, plus grand et plus rapide que toi. Puis, une organisation comme le CQRDA est à même d'accompagner ces entreprises-là dans ce que je qualifierais de l'opérationnalisation du changement. Tout le monde nage dans la théorie, tout le monde est capable de lire les mêmes livres, assister aux mêmes conférences. Mais quand tu retournes à ta shop, puis que c'est le temps d'opérationnaliser ces notions-là, tu ne peux pas le faire tout seul. Ils ne sont pas équipés pour ça. Et ça prend un centre de transfert et de liaison qui a la continuité dans le temps, qui est capable de faire le transfert dans le temps à travers cette notion de liaison entre ce qui est approprié puis adéquat comme outil, puis l'utilisateur auquel c'est destiné, qui est la PME. Je pense que moi, c'est la vision que j'en ai, là. C'est une très bonne approche, Jean, en fait. Puis le fait qu'on ait migré dans un modèle d'affaires différent, c'est-à-dire un regroupement sectoriel de recherche industrielle, aujourd'hui, selon le désir du gouvernement du Québec, ben, c'est un continuum dans le sens où c'est de la recherche collaborative, c'est du travail d'équipe, c'est ça qu'il faut faire. Puis juste pour faire pas une anecdote, mais une réalité sur laquelle on est confronté, comme tu sais, on est le porteur d'un dossier de parc technologique tiré zone d'innovation dans la région de Rivière-du-Loup. Le ministre est très content de l'annoncer avec nous en février. Puis, dans le fond, c'est ça. Comment on fait pour rendre les gens en mesure de faire le virage de l'intelligence manufacturière, l'Internet des objets et tout? Puis, on a initié depuis 2-3 ans maintenant des cohortes d'amélioration continue, Lean Management. Puis ce que je comprends, puis je pense que vous allez être d'accord avec moi, c'est, je me suis dit, on entend parler dans les PME justement qui n'ont plus de moyens de, faut s'en aller au 4.0, le fameux industrie 4.0, c'est le terme générique. Mais quand les gens reviennent dans leur shop, dans leur entreprise, ils disent, ouais, c'est bien beau, mais ça veut dire quoi? Alors l'approche qu'on favorise dans cette formation-là, ce coaching-là, c'est qu'éventuellement, on amène les gestionnaires dans une boîte qui acceptent de faire le virage de ce type-là. Et c'est une petite entreprise qui est syndiquée, dans laquelle on a d'abord un échange à bâton rompu avec le président du syndicat local, avec les chefs d'équipe, avec le directeur général, qui nous expliquent un peu leur modèle d'affaires. Puis par la suite, ils nous disent, bon, on va faire un tour dans l'usine. C'est une chaîne d'assemblage de meubles. Bon. Et à la fin, tout le monde unanimement dit, maintenant, je comprends la nécessité de réfléchir sur l'ordonnancement de ma chaîne de montage, ma chaîne de fabrication. Je comprends la nécessité maintenant d'amasser des données aux différents postes de travail parce que c'est la base si je veux migrer éventuellement vers le 4.0. Alors, ça démystifie de façon plus pratico-pratique, de telle sorte que les gens, je dirais, comme moi, on arrive au niveau 1.0, disons. On n'est pas au 4 encore, mais on a déjà un petit bout. Et l'idée de ce projet-là à Rivière-du-Loup, c'est justement de favoriser l'intelligence manufacturière, d'avoir des bancs d'essais sur place où les gens vont venir tester des choses, vont venir comprendre la dynamique. Je fais juste un aparté, c'est pas dans l'aluminium. Une des entreprises en Gaspésie, à Matane, qui s'appelle les produits gaspésiens dans l'agroalimentaire, font des charcuteries. Et puis, lui, il a automatisé toute sa chaîne d'emballage. Et en cours de route, il a décidé de changer son logo de l'entreprise et donc modifier le logo sur les contenants. La machine n'était plus en mesure de gérer son emballage. Et là, il dit, bon, ben, c'est pas compliqué, je vais demander à mon intégrateur de venir. L'intégrateur a dit, je suis désolé, je suis pris pas avant 6 mois. Puis ça va prendre du temps. Alors imaginez, alors ça, cette partie-là, il n'a pas compris. C'est ça qu'on veut aider à faire comprendre aux gens comment il faut trouver une façon d'être efficace là-dessus et avoir des bons modèles. Si je vous demandais, M. Simard, les grands événements qui ont marqué l'évolution du CQRDA, il a dû s'adapter, bon, entre autres, on peut parler des politiques gouvernementales, il a dû s'adapter à toutes sortes de politiques, il a dû s'adapter aux besoins de ses clients, de la grande, de la petite entreprise. Puis si on allait plus loin, ses plus grandes réussites, puis peut-être où il y a, la question piège un peu, où il aurait peut-être pu exceller davantage.
Ça, c'est la question On qu'on va a attendre. eu le débat, Jean et moi, avant. Et comme il disait, j'étais un peu mal à l'aise de faire toute la jeunesse parce que j'étais pas là au début. Tu as été administrateur quoi, pendant 9 ans environ, quelque chose comme ça? 9 À peu près, oui. Oui, environ. Alors, il y a eu une période plus trouble à ce moment-là aussi. Parlons d'évolution, d'adaptation, parlons de ce qui fait que le CQRDA est devenu aujourd'hui ce qu'il est. Je pense que, encore une fois, à très haut niveau, le plus grand succès du CQRDA, ça a été de savoir s'adapter. Ce qui n'était pas évident, de garder fédéré toutes les parties prenantes, les gens qui sont intéressés, les centres de recherche, les PME, et d'être capable d'amener l'organisation à évoluer en se transformant. C'est un pari que très peu d'organisations sont capables de relever. Puis je vous dirais que probablement que la plus belle réussite, ça a été le renforcement de la gouvernance. Parce qu'une organisation, aujourd'hui, ne peut pas exceller si elle n'a pas une gouvernance qui est adéquate. Et ça a été un très gros défi pour le CQRDA qui a été relevé haut la main. Puis c'était pas facile, c'était pas évident parce qu'il y avait des chasses gardées, il y avait de la politique, il y avait tous les obstacles. C'était une course à obstacles. Tous les obstacles étaient là. Puis des fois, on avait l'impression que les obstacles étaient tous pris ensemble, ça faisait une grosse montagne. Alors, je pense que c'est la plus belle réussite parce que si ce défi-là n'avait pas été relevé adéquatement, je ne suis pas sûr qu'il y aurait encore un CQRDA. Parce qu'il ne faut pas oublier, ce que vous gérez, c'est des fonds publics. C'est fondamental. Après ça, la livraison, le développement des programmes, et ainsi de suite, quand on a un alignement qui est correct en termes de gouvernance, on est capable, dans le respect d'une mission, d'à peu près tout faire. Ouais. Mais si la gouvernance n'est pas là au départ, on perd des morceaux. C'est tout à fait vrai, parce que moi, je me considère comme étant le CQRDA un fiduciaire de fonds publics. Alors, il faut les gérer de façon très prudente, très intelligente. Et tu serais heureux d'apprendre que, Jean, on a maintenant un comité d'audit, on a un comité de ressources humaines, éthique et gouvernance qui sont en place avec des rencontres. On est dans la prochaine étape, ça va être l'évaluation périodique des administrateurs aussi, parce que ça fait partie des nouvelles pratiques de gouvernance. Alors, puis les gens, on a déjà 2 formations, 2 séances qui ont été faites à l'ensemble des administrateurs et j'ai même fait préparer par l'IGOP un module pour l'équipe, pour tous les membres de l'équipe, pour dire c'est quoi l'adéquation entre ce que les nouvelles pratiques imposent aux administrateurs, puis comment moi, comme employé du CQRDA, je me positionne, puis c'est quoi le rationnel, puis c'est quoi la pertinence de tout ça. Et les gens en redemandent. Alors ça, on pense que clairement, c'était quelque chose au départ qui faisait peur, tu as raison, puis c'est vrai qu'il y avait des nœuds gorgiens, j'oserais dire, à un moment donné, là, pas évident. Mais là, je pense que dans les 3 dernières années, je regarde Mme Ménard tout près de moi, là, on a fait un travail incroyable là-dessus. Puis c'est probablement, assurément pas étranger au fait que le gouvernement nous considère de bonne manière maintenant aujourd'hui. Sûrement. Monsieur Leblanc, vous avez assisté à l'époque, au Québec, il y a un peu plus de 30 ans, on produisait de l'aluminium primaire au Québec, au Canada. Maintenant, depuis, disons, 15, 20 ans, 30 ans, l'arrivée du CQRDA, on est dans la 2e, 3e transformation. Il y a une évolution rapide qui s'est faite. On constate aujourd'hui les résultats dans la grande entreprise. Bon, il y a l'aluminium vert, il y a le projet Exis et tout ça. Comment voyez-vous, par rapport, dans l'optique, dans la perspective du CQRDA, l'évolution qui s'est faite à partir du primaire, juste de la 2e, 3e transformation d'aluminium? Quel rôle pensez-vous le CQRDA, comment voyez-vous le rôle du CQRDA dans cette évolution-là? Parce que si on parle 30 ans, c'est quand même très rapide. Oui, mais c'est sûrement l'emphase que le CQRDA a mis sur le travail de transfert, de liaison et transfert, les agents de liaison, mais c'est vraiment supporter les PME, les encourager, les aider. Pour moi, c'est ça qu'a fait le bon travail du CQRDA. Si on regarde, moi, je n'ai pas suivi ça de près les dernières années, là, mais
c'est ce qui démarque le CQRDA. C'est les agents de liaison, c'est le transfert de technologie, c'est l'aide aux PME. Au début, au tout début, mon rôle était plutôt d'assister le recteur dans les interventions à l'extérieur. J'ai fait 2-3 voyages avec lui à Ottawa pour aller rencontrer le Conseil national canadien de recherche. On voulait qu'ils nous subventionnent les chaires au développement à l'université. Ouais. En outre, il y avait une chaire en métallurgie, là, je ne me rappelle même pas du nom, là, ça fait 30 ans, mais tous les professeurs à l'université puis les élèves étaient impliqués dans ça. C'était une grosse chaire. C'était la première qui était subventionnée par le fédéral. Ouais. Alors, quand on arrivait à Ottawa, si M. Arguin était accompagné avec la grande industrie, plus M. Van Hout, l'association, on nous écoutait. Ouais. Alors là, ça a été ça, d'après moi, le support qu'on a pu donner le plus grand au CQRDA. Puis, dans cette même chaire-là, à un moment donné, on avait besoin de quelqu'un, une sommité en métallurgie pour conseiller nos étudiants à l'UQAC. Et puis, on avait contacté le recteur de l'Université McGill, qui dans le temps qui était, les autres appellent ça le chancelier, je pense, ou le président, qui était David Johnston, qui est devenu par après le gouverneur général. Alors, on s'en vient ici à Montréal, mais c'était juste au bord de la rue, là. Puis, avec le recteur et moi, je pense qu'on était juste nos 2 fois là. Puis, il nous avait reçus dans son bureau, puis c'était un gentilhomme, lui aussi. Alors, il nous avait parlé en français pendant 1 heure de temps. Ce qu'on voulait, on voulait qu'il libère le doyen de génie métallurgique qui allait agir comme conseiller, qui allait agir comme consultant pour la chaire, puis qui vienne une journée par mois, une journée par semaine, je pense, au début, à Chicoutimi, conseiller puis guider les gens dans cette chaire-là. Alors, on avait eu son support, alors, pour nous, la grande industrie, la contribution qu'on a faite, c'est d'ouvrir les portes peut-être à l'extérieur du Québec. Il n'y a pas besoin de nous à Québec, là, avec Bernard Ranger, qui était un ancien sous-ministre, et puis le recteur Arguin était très bien connu aussi. Alors, le gouvernement du Québec, on ne pouvait pas les aider, mais à Ottawa, puis à l'extérieur, on pouvait les supporter. C'était ça notre rôle principal. Mais ta question, M. Néron, aujourd'hui, comme je vous dis, je n'ai pas suivi ça de près, là, mais je pense que le travail qu'on a fait quand même avec les PME, c'est vraiment un travail extraordinaire. Là. Ce qui m'inquiète un peu, là, ce que M. Simard dit, que là, il y a une étape là, ça roule tellement vite maintenant qu'il y a une étape d'accompagnement qu'on doit faire de plus, ou une étape de support, je ne sais pas. C'est quelque chose seulement quelque chose à valider et à y penser parce que ça évolue tellement rapidement. M. Simard, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je suis déjà en train de réfléchir. Là, je peux rentrer un petit peu plus loin. Là. Je pense que quand je disais que ça va tellement vite, le monde qui était déjà en changement accéléré avant la pandémie, avec des chaînes d'approvisionnement qui étaient déjà en difficulté à cause de la crise des semi-conducteurs. On a traversé la pandémie. Là, on est en restructuration des chaînes d'approvisionnement, mais on ne sait pas encore comment ça va se restructurer. La seule chose qu'on sait, c'est que la globalisation qu'on a connue, c'est un modèle qui ne dure pas et qui est en redéfinition. Puis là, tous les jeux sont ouverts, mais quand je me mets à la place d'un propriétaire de PME qui est au Québec, en région plus que dans un grand centre, puis que j'essaie de garder mon lien avec le marché, là, le link to market, puis que je réalise qu'il y a des appels qui ne sont pas retournés, où il y a des efforts encore plus grands qu'il faut mettre,
c'est comme si on tirait le tapis sous les pieds tout d'un coup. Puis ma crainte, c'est qu'on ne s'en rende pas compte, qu'on ne le réalise pas. Puis en même temps, c'est qu'on nourrisse l'intérêt, on trouve la façon de nourrir l'intérêt de ces dirigeants-là, de ces entreprises-là, pour se recadrer dans ce qui va être redéfini comme des chaînes d'approvisionnement. Parce que, ça ne se cachera pas, la raison d'être d'une PME, c'est de produire, de fabriquer un produit pour lequel il y a des acheteurs qui, eux, sont dans des chaînes d'approvisionnement automobiles ou autres. Or, tout ça est dans les airs présentement. Je pense qu'une organisation comme le CQRDA doit aussi se questionner sur l'adéquation entre ce qu'ils ont fait jusqu'à aujourd'hui pour accompagner leur clientèle, puis la pertinence de continuer exactement les mêmes choses ou de s'adapter pour aider les clientèles à s'adapter. Tu sais, il n'y a plus d'acquis, puis les modèles d'affaires sont tous remis en question présentement. Je vous dirais, même au niveau de la grande entreprise, là, dans le secteur primaire aujourd'hui, ça change à une vitesse fulgurante. On était les premiers dans le premier quartile mondial de la production à faible empreinte carbone. C'était notre histoire à nous. C'était l'histoire du Saguenay, c'était l'histoire du Québec, c'était l'histoire du Canada. Puis on n'avait même pas besoin de se retourner pour voir s'il y avait de la concurrence. Et aujourd'hui, parce que la planète se décarbonise, tous les producteurs d'aluminium dans le monde se drapent dans la vertu environnementale. Moi, j'appelle ça 50 Shades of Green. Fait que chacun trouve la bonne épaisseur de voile pour cosmétiser sa position sur les marchés en attendant d'avoir une solution qui est plus durable. Fait que il y a des producteurs au Moyen-Orient qui disent « Bien, moi, je commence à produire avec du solaire. » Oui, mais c'est 60 000 tonnes. Là. Sauf qu'ils se brandent à travers la planète avec ça. En Chine, ils font la même chose. Mais il y en a combien qui produisent de façon responsable, à faible empreinte carbone? Il y a les Scandinaves puis les Canadiens. Puis le reste du monde, là, ils ne cochent pas toutes les cases. Fait que tout ça, c'est en train de changer. La position concurrentielle qu'on avait est pratiquement remise en question parce que le monde est en train de nous dépasser. Je ne sais pas si vous comprenez où je m'en vais. Il y a comme un changement de trajectoire, puis il y a une accélération de la vitesse, puis il faut vraiment se repositionner. Puis comme Gilles le disait au tout début, notre concurrence, là, c'est pas au Québec. Non. C'est même pas en Amérique du Nord. C'est tout le reste de la planète. Non, tu as tout à fait raison. Puis, si c'est pas pour faire du pouce là-dessus, une expression d'un ami, c'est de dire ce qui n'est pas brisé, essaie pas de le réparer. Mais ce qui est brisé, il faut que tu le répares. Il faut que tu aies une vision. Donc, ce qu'on constate pour votre information dans les 3 dernières années environ, un des éléments caractéristiques, selon moi, c'était le comité scientifique, la présence d'un comité scientifique permanent, mais un comité scientifique élargi. C'est-à-dire qu'on a à la fois des représentants de la grande industrie, des centres de recherche, par exemple, privés ou publics. On a des professeurs-chercheurs universitaires de niveau collégial. On a des ingénieurs, par exemple, qui sont dans des grandes firmes comme Hatch, qui connaissent bien l'industrie de l'aluminium. On a aussi des propriétaires d'entreprises qui évoluent dans ce milieu-là de façon, depuis longtemps, comme Proco, par exemple, Proco Métal, avec les difficultés que l'on connaît. Mais ça fait un amalgame d'input, si je peux dire, pour les promoteurs qui déposent le dossier, fort intéressant. Deuxièmement, c'est qu'on a révisé notre modèle, c'est-à-dire que lorsqu'un projet nous est déposé pour analyse, il doit nécessairement avoir un pitch de vente qui est fait par les promoteurs. Alors, il se présente, il nous fait un pitch de vente. La réalité qui en découle de tout ça, là, ce que je peux vous dire, c'est les évaluateurs ont une meilleure connaissance, une connaissance plus fine du projet qui évalue, donc sont en mesure de mieux le saisir, le cadrer. Deuxièmement, ce qu'on comprend, c'est que les évaluateurs disent, si j'étais à votre place, monsieur ou madame, cette partie-là est plus faible. Par exemple, la partie environnementale là, qui devient une préoccupation qu'on ne peut mettre de côté, mettre sur le tapis. Alors moi, si j'étais à votre place, je mettrais plus d'emphase là-dedans. Et troisièmement, si jamais vous avez un problème de contact, je peux vous mettre en contact avec la personne ou l'entreprise qui va pouvoir vous aider dans le projet. Alors ça, là, c'est
un changement assez radical, une ouverture. L'autre chose, c'est la raison pour laquelle le CQRDA, on pilote un projet avec Premier Tech à Rivière-du-Loup, avec Cascade, avec Desjardins, avec le Fonds de solidarité, c'est justement de dire comment on fait pour être plus efficace, comment on peut rapprocher la chaîne de valeur, la chaîne de supply chain, la chaîne d'approvisionnement dans un modèle, puis comment on peut, sur ce principe-là aussi, mieux outiller nos entreprises, nos PME, nos dirigeants dans toute cette nouvelle réalité-là, comment on fait un networking qui est différent de ce que l'on connaissait. Actuellement, il faut être plus peut-être transversal qu'auparavant. Il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des comparables à d'autres endroits. Puis la locomotive, dans ce cas-ci, c'est Prometech, qui est présent dans 25 pays dans le monde, imaginez, qui est le plus grand fabricant de lignes d'ensachage de riz au monde. Alors, ces lignes sont en Chine, sont au Vietnam, partout. Ils sont reconnus mondialement. Mais eux, ce qu'ils trouvent important, c'est comment on fait pour ramener ça, cette expertise-là, ici au Québec, puis qu'on puisse en faire profiter et, si possible, réduire ma chaîne d'approvisionnement. Il faut que je me rapproche. Et pour ça, bien, il faut qu'il y ait des entreprises autour qui vont avoir partagé la même vision, qui vont avoir les mêmes outils aussi, la même compréhension des choses. Alors, je pense que ça va être un banc d'essai extraordinaire. Puis hier, j'avais une rencontre hier avec la haute direction du Fonds de solidarité là-dessus, puis il dit, nous, ça nous parle, là. Parce qu'on a des projets actuellement, justement, Jean, de PME, ça va tellement vite. Il faut faire du coaching, il faut les encadrer, il faut les aider, il faut mettre en pratique des choses. Puis alors, si vous avez un outil de plus, on va le prendre, c'est certain. On vient de parler des 30 dernières années, puis du moment présent également. Si je posais la question à M. Leblanc et M. Simard, en tant que fondateur, puis l'autre en tant qu'observateur et partie prenante dans l'industrie, comment voyez-vous le rôle du CQRDA dans 20 ans? Comment voyez-vous son action dans un horizon de 10 à 20 ans? Où va-t-il être rendu? Bonne question. Ouais, où devrait-il? Où devrait-il être rendu? Où sera-t-il rendu? Moi, je te dis. À la lumière du passé. On élargit ou on rapetisse, là. C'est sûrement que ça va évoluer. Même la globalisation, ça bouge continuellement avec ce qui se passe en Russie et tout ça. Est-ce que ça va venir, est-ce que ça va diminuer peut-être? Est-ce qu'il y a des pays qui vont se tourner sur eux-mêmes? On ne sait vraiment pas où tout ça va. Moi, j'avais une question aussi. Le CQRDA comme tel, c'est du côté de l'aluminium. Il y a sûrement des centres de transfert et de liaison dans d'autres industries, que ce soit dans l'acier ou d'autres. Oui. Est-ce que vous avez fait des comparaisons avec des gens qui ont des missions semblables dans d'autres industries? Oui. En fait, il y a, pour votre information, peut-être si vous ne le savez pas, le modèle d'affaires qui est financé par le gouvernement du Québec actuellement, un regroupement sectoriel de recherche industrielle, il y en a 9 au Québec, dans les principaux secteurs d'activité. Et puis sur les 9, il y en a un qui concerne le secteur métallique. Donc on est un peu cousins d'ailleurs au niveau de l'évaluation. Donc on partage des choses. Le modèle d'affaires, je vous dirais, du Critem, pour ne pas le nommer, est plus léger parce qu'il est plus récent. Mais bien évidemment, ils ont un potentiel plus large que le nôtre en termes d'opportunités, parce que tout le secteur métallique est beaucoup plus large que l'aluminium comme tel. Ceci étant dit, le fait que nous soyons là depuis 30 ans maintenant, l'expertise qu'on a développée, des spécificités, ça nous permet d'être dans la mêlée, dans le jeu. Puis aussi, ce que le ministère ou le gouvernement m'a dit quand je suis rentré en fonction en 2016, c'est de dire, il faut comprendre que l'aluminium, c'est un matériau, oui, mais on voit le rôle du CQRDA de façon transversale. C'est-à-dire, ce n'est pas seulement, bien sûr, primaire, secondaire, tertiaire, quaternaire, ça peut être aussi, est-ce qu'on utilise l'aluminium dans d'autres secteurs de l'activité économique? Par exemple, dans le biomédical, dans l'agroalimentaire, etc. Donc, on peut nécessairement voir du potentiel et des opportunités. Je vous rappelle aussi, on a un directeur scientifique en résidence extrêmement compétent, puis ça, c'est une marque de commerce. À ma connaissance, il n'y a pas d'autre RSRI qui a ça. Donc, on a une personne actuellement qui est, oui, un scientifique, mais aussi un praticien, dans le sens qu'il aime beaucoup travailler avec les entrepreneurs, les PME. Donc, ça fait une bonne adéquation. Il identifie des pistes aussi de collaboration, des façons de voir. C'est sûr qu'on va essayer
de se positionner dans l'électrification, dans le sens que il y a un concept de batterie air-aluminium qui apparemment peut avoir une potentialité intéressante, beaucoup plus facile à recycler, une capacité de charge plus grande, etc. Il y a d'ailleurs un chantier la semaine prochaine, une rencontre à Drummondville là-dessus. Alors, on est aux aguets. Puis je vous dirais que de cette façon-là, en quelque sorte, le fait qu'on soit excentrique par rapport aux autres RSRI qui sont localisés, 6 à Montréal, 2 à Québec, bien, ça nous force un petit peu, quelque part, à se dépasser, à se surpasser. Je ne veux pas dire par là de faire au-dessus de notre tête, mais d'être imaginatif, d'être proactif, d'être collaboratif aussi. Et c'est ça qu'on va encourager. Moi, je fais toujours la blague, il me reste 50 ans, simplement à moitié mort, il me reste 50 ans à la blague. Donc, je suis prêt à faire un petit bout de temps, puis je pense qu'on a bâti une équipe ici, actuellement, qui est très dynamique, qui est très motivée, qui est très attachée, très liée fortement. Et je ne crois pas qu'on va éventuellement rêver à avoir une structure où on va avoir 25-30 personnes. Je ne pense pas que c'est ça. Ce n'est pas l'esprit des regroupements. C'est-à-dire une brigade légère efficace qui va se concentrer dans des choses. Oui, on va nécessairement évacuer des éléments où on ne prendra pas tout ce qui passe devant nous, mais on va en faire suffisamment dans le cadre de notre mandat, notre mission et notre positionnement par rapport à toute la carte. Moi, c'est comme ça que je le vois. Puis, ce qui me réconforte, c'est à chaque fois que je parle au ministre ou que j'entends le ministre Fitzgibbon, c'est qu'il dit, moi, il y a deux choses qui m'impressionnent actuellement dans l'innovation au Québec, là, au niveau du terrain. Ce sont les centres collégiaux de transfert technologique et on en a quelques-uns extrêmement performants. On n'a qu'à penser au Centre de métallurgie du Québec, là, qui s'est mérité un mercuriade avec Georges Marin et son équipe. Et il dit, les CCTT par conséquent et les RSRI, pourquoi? Parce que vous êtes des brigades légères, vous êtes efficaces, vous êtes collés sur votre clientèle, sur les besoins de votre clientèle. Donc, tant que vous allez rester là-dedans, c'est clair qu'il y a du potentiel, puis on va pouvoir rêver de continuer à être en opération pendant plusieurs années. M. Simon, j'avais une question à vous poser. Il y a deux grandes régions productrices d'aluminium au Québec. Il y a le Saguenay-Lac-Saint-Jean et la Côte-Nord. Il y a le centre du Québec un peu aussi, mais beaucoup. On parlait tout à l'heure, on disait qu'un des problèmes dans la troisième transformation d'aluminium, c'est l'éloignement des marchés. Est-ce que vous pensez qu'il y a moyen de... On parlait à M. Pierre Tremblay de Stas parlait des feuilles d'aluminium, de l'extrusion et tout ça. Puis il y a eu des expériences pas très convaincantes il y a quelques années dans la région, entre autres avec certaines PME qui ont voulu se lancer dans l'extrusion. Est-ce que vous pensez que l'éloignement des marchés, c'est un des défis qu'il faut relever, puis comment le relever? Dans la deuxième, troisième. Ou c'est une réalité. Je pense que j'ai très empressé de répondre. Est-ce qu'il y a une solution à ça? Parce que, au départ aussi, le CQRDA, le siège social, était situé en région. Alors, ça a un petit peu de fonctionnement de sourcil à un moment donné. Mais l'éloignement, comme je le dis, faut composer avec ça. Je pense que on peut supputer là, toutes sortes de théories, d'hypothèses. Ça demeure des vœux pieux. Ouais. Je pense qu'il faut prendre acte de la réalité. Puis la réalité, c'est quoi? Puis ça ne changera pas. En fait, ça va juste empirer. La réalité, là, c'est basé, selon moi, sur des fondements économiques robustes et inattaquables. Puis ça commence par la notion de masse critique. Il y a deux choses pour moi. Il y a l'avantage comparatif puis la masse critique. Alors, au Québec, on produit de l'aluminium. Pourquoi? Pas parce qu'on est plus beau puis parce qu'on est plus fin. C'est parce qu'on a de vastes ressources captives d'énergie à profusion par rapport à la masse critique de population qui est là. C'est-à-dire qu'on est une très petite population dans un vaste territoire qui a accès à de gigantesques réserves énergétiques qu'est l'hydroélectricité. Alors, quand on a décidé d'arnacher ces réserves-là, on a fait le modèle d'affaires le plus simple et le plus intelligent. C'est quoi? C'est le modèle d'affaires d'un centre d'achat. Quand tu veux bâtir un centre d'achat,
tu te trouves ce qui s'appelle en anglais des anchor clients, des clients d'ancrage. Donc, un Tigre géant puis un Walmart. Tu leur vends, tu leur signes des contrats pour 25 ans, beaucoup de pieds carrés, à un tarif qui est avantageux parce que tu veux qu'ils soient là pour faire l'amorçage financier, pour lancer ton projet. Puis là, tu vas signer des plus petits clients qui vont payer plus cher du pied carré, mais ils n'en prennent pas beaucoup. Alors, les alumineries, c'est tes clients d'amorçage pour justifier l'arnachement de tes grandes réserves, qui sont des réserves captives, c'est-à-dire qu'elles sont éloignées des marchés. Ça coûte cher à les amener vers les marchés. Puis le marché, quand ça arrive à Montréal, tu as des frais de transport, de distribution, et ainsi de suite. C'est pour ça que le secteur industriel interfinance, en fait, finance la clientèle résidentielle, contrairement à ce que les gens pensent. Donc, on prend une industrie qui est la plus grande utilisatrice, consommatrice d'électrons. Elle transforme l'énergie électrique en aluminium. On exporte l'aluminium là où est la masse critique. Et où la masse critique, on est chanceux, est à côté de nous, est aux États-Unis. Alors, les Américains, ils n'ont pas l'énergie, mais ils ont le marché. C'est pour ça qu'on exporte pour transformer là-bas, près des marchés, ce qu'on ne pourrait pas transformer ici et apporter là-bas de façon compétitive, économique. La distance, même si elle est très rapprochée, nous tue. Pourquoi? Parce que ça coûte beaucoup moins cher de faire du just-in-time à côté de Ford, de GM et compagnie. Puis ça, là, ça ne changera pas, ça va juste empirer. On ne sera pas plus au Québec dans 20 ans qu'on est présentement, mais ils vont être beaucoup plus aux États-Unis qu'ils sont présentement. Fait que le marché, il sera toujours là. Et ça dicte l'empreinte économique d'un pays. Tu sais, le petit général, là, il avait dit on a la politique de notre géographie qui était pas loin de la traque. Il avait raison. C'est vrai. C'est comme ça que ça se développe une économie. On tient compte d'abord et avant tout de la géographie. Une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour créer plus de valeur? Mais je pense qu'on est assez bien aligné présentement pour arriver à faire ça. On a un écosystème de l'aluminium qui est unique au monde. Hein. Aujourd'hui, si on voulait recréer l'écosystème complet d'aluminium qui existe, on ne pourrait pas le justifier. C'est l'héritage de 100 ans de développement d'une empreinte économique d'amont en aval, parce qu'à l'époque, on était parmi les premiers et parmi les plus gros. Aujourd'hui, on produit 4 % d'aluminium de la planète. On ne pourrait pas justifier d'avoir des équipementiers qui exportent à travers le monde ce qui développe à partir de la présence industrielle du secteur primaire. Je ne pourrais pas avoir des centres de recherche. Les centres de recherche, je ne pourrais jamais justifier ça juste avec ce que j'ai. Ça se ferait au Moyen-Orient, ça se ferait ailleurs dans le monde, où est-ce qu'ils sont maintenant démesurément plus gros que nous. Et en plus de ça, n'oublions pas une chose, aujourd'hui, 70 % du métal, de l'aluminium dans le monde, appartient à des fonds souverains, à des États. Ici, on n'appartient pas à des États. On a 3 producteurs de classe mondiale qui sont des entreprises privées, qui font partie des quelques-unes qui restent encore. Si j'enlève la Chine, la Russie, le Moyen-Orient, puis une partie de la production de l'Inde, là, il n'en reste plus beaucoup. Il reste nous autres. On est les Gaulois de l'aluminium. Même en Norvège, ça appartient en partie à l'État. Alors, dans un monde comme ça, je pense que... Moi, j'ai toujours dit quand j'étais dans des postes un peu partout, la première chose qu'il faut que tu réalises, c'est ta place dans l'univers. Si tu ne réalises pas ça, tu vas être frustré, tu ne seras jamais satisfait parce que tu vas toujours prétendre à autre chose. Une fois que tu as réalisé ta place, par exemple, occupe-la. Puis je pense que c'est ce qu'on fait. On s'est donné des instruments en cours de route. Il y a le CQRDA, il y a la grappe de l'aluminium à l'UQuébec, il y a l'association de l'aluminium, et tout le monde est capable de travailler ensemble en se serrant les coudes et en se disant
c'est nous versus le reste de la planète, puis le reste de la planète sont plus gros que nous autres. Fait que si on ne peut pas faire le poids, on va faire la différence. Je pense que c'est là où est-ce qu'on est gagnant. C'est ça, c'est comme ça qu'il faut envisager l'avenir. L'avenir du CQRDA, je ne pense pas que c'est de s'étendre à la grandeur du Canada. On se casserait les reins à faire ça. Parce que c'est une autre culture, c'est un autre tissu industriel, c'est des chasses gardées, c'est une langue différente, puis c'est une dynamique complètement différente. Complètement différente. Moi, quand je sors d'ici, puis je m'en vais à l'extérieur du Canada, ailleurs dans le Canada, là, c'est moins fluide, je suis parfaitement bilingue, c'est pas une question de langue, que quand je vais aux États-Unis. C'est plus facile, l'axe nord-sud vers les États-Unis pour faire des affaires et ainsi de suite que l'axe est-ouest. Fait que je pense que de continuer de faire ce que vous faites, puis moi, pour moi, il y a 3 choses qui caractérisent le CQRDA, c'est l'agilité, c'est l'expertise, puis c'est le réseau. Puis dans 20 ans, ça va être encore l'expertise, l'agilité, puis le réseau. C'est de continuer de faire le mieux possible ce que vous avez à faire, puis pas sortir de là. C'est ça la niche. En fait, vous êtes dans une niche, il faut rester dans la niche. Parce qu'il y aura toujours une place. L'aluminium, c'est un matériau d'avenir. Fait que c'est un matériau d'avenir, il faut juste essayer de dire l'avenir le plus possible, puis de continuer de bien faire son travail, puis il y aura toujours de la place, puis ça va créer de la valeur. Il ne faut pas se lancer dans des choses où est-ce qu'il n'y a pas de valeur ajoutée. Je vais avoir bien compris par expertise, agilité, réseau. Réseau, absolument. Oui, le réseau des PME, le réseau des expertises, en fait, la fonction d'un centre de transfert et de liaison. Je suis d'accord avec toi. Bon, ça fait des bonnes punchlines. Je suis d'accord 100%. Monsieur Leblanc, voulez-vous ajouter quelque chose? Non, je trouve que ce que M. Simon vient de dire, c'est je suis d'accord avec lui 100%. Je pense qu'il y a des gens qui rêvent peut-être encore qu'on voit des grosses usines au Québec de produits finis, là, mais c'est pas réaliste, c'est pas le modèle qu'on a aujourd'hui. C'est les États-Unis, le grand marché. Et puis, pour avoir été directeur de l'usine de Kitimat pendant 3 ans, puis vécu là pendant 6 ans, c'est vrai que le transfert Est-Ouest, la différence Est-Ouest est plus difficile que Nord-Sud. En commerce aussi. En commerce, dans plusieurs domaines. Alors, je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Je ne peux pas le décrire mieux, là, mais je pense que c'est rêvé en couleur si on pense. Donc, je sais qu'il y a des gens qui ont toujours on devrait avoir une usine, une grosse usine. Je vous donne un exemple. Il y avait 2 usines de fabrication qu'Alcan avait, là, Arvida. J'ai été directeur de une d'eux, qui s'appelait l'usine Saguenay. Il faisait de la tôle directement à partir du métal liquide. Elle est fermée aujourd'hui. Yvon Danjou a été directeur aussi. Donc. Puis l'autre usine à côté qui faisait des fils de câbles, mais je ne sais pas si elle marche encore, mais je pense que c'est fermé aussi. Puis rappelez-vous l'usine de Pare-Choc. Oui, l'usine de Pare-Choc. Alors, c'est toute la question de ce que Jean a tellement bien décrit qu'il faut que ça soit à côté de la grosse usine. Ouais. Puis l'inverse est aussi vrai. J'ai témoigné devant une commission sénatoriale aux États-Unis juste avant la mise en place des tarifs. Puis un des commissaires me demandait de décrire la différence. Qu'est-ce qui faisait que nous autres, on faisait de la production primaire, puis qu'on exportait pratiquement tout aux États-Unis, puis qu'aux États-Unis, ils faisaient de la transformation. Bien, j'ai repris le même exemple. J'ai dit, écoutez, c'est pas de notre faute. La nature nous a comblés. Puis là, j'ai décrit les réserves hydroélectriques, parce que c'est du monde qui ne voyage pas. En plus de ça, les Américains sont analphabètes de la chose internationale. Ouais. Tu sais, avant l'arrivée de Trump, je pense, les statistiques que j'avais vues, il y avait seulement 35% des Américains qui avaient détenu un passeport une fois dans leur vie. C'est du monde qui ne voyage pas, là. Non seulement ils ne voyagent pas, ils ne lisent pas sur ce qui se passe à l'étranger. Fait qu'il ne faut jamais prendre pour acquis qu'ils savent ce qu'ils devraient savoir. Puis encore moins qu'ils le comprennent. Fait que je me mets à l'expliquer. Puis à un moment donné, je vois que
ils ne faisaient pas l'adéquation entre le privilège, à la limite, qu'ils avaient de pouvoir accéder à du métal en continu, produit de façon responsable, avec la plus faible empreinte carbone au monde, au prix mondial. Ils ne payent pas plus cher, là. Non, non. Puis ils l'ont dans leur cours. Fait que j'ai dit, écoutez, j'avais fait les calculs avant. Demain matin, si vous vouliez remplacer notre métal et le produire aux États-Unis avec la même empreinte carbone, qui est la plus faible au monde, ça vous prendrait 6 barrages Hoover. Le Hoover Dam aux États-Unis, c'est le plus grand ouvrage d'ingénierie du siècle dernier pour produire de l'hydroélectricité. Il faudrait que vous en construisiez 6 comme ça pour pouvoir générer l'aluminium qu'on génère, nous, à partir de nos barrages. Good luck, Charlie. C'est ça notre avantage. Il est génial parce qu'il est naturel, il est renouvelable et il nous amène dans un monde de décarbonation où est-ce qu'on peut continuer d'être les premiers de classe. Mais là, ça veut dire qu'il faut investir et il faut s'investir pour pouvoir livrer la marchandise. C'est ça le défi de l'avenir pour nous. Oui, excellent. Excellent. On a fait le tour, je pense. On a fait le tour parce qu'on a dépassé un peu, mais on avait commencé en retard un peu. Moi, je ne sais pas si vous avez un mot de la fin, là, mais je pense qu'on a eu une discussion sympathique à bâton rompu. Je pense que les messages, les derniers, pour utiliser le jargon de notre journaliste ici, les punchlines à la fin sont excellents. Moi, je partage ça aussi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Là. Je suis en adéquation avec tout ça. Fait que, je vous remercie infiniment de vous être prêté à cet exercice-là. Puis j'espère que vous y avez eu du plaisir. Moi, j'en ai eu en tout cas. Puis ça m'a conforté dans des choses. Je suis très confortable avec ce que je suis en train de faire et ce qu'on veut continuer de faire au CQRDA. Alors, merci beaucoup. J'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer rapidement. Monsieur Leblanc, peut-être au mois de début de juin, là? Oui, peut-être au début juin. Moi, ça me fait plaisir aussi de vous rencontrer, là, parce que ça fait plusieurs années. Ouais. Puis M. Néron, mais je l'avais connu aussi au Saguenay. Bien sûr. Alors, j'espère qu'on va se voir au début juin. Là, on va être là à l'ICAC. Excellent. Alors, Jean, merci aussi de ta collaboration. Et puis, plaisir. À très bientôt, encore une fois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi.